heureusement que nous ne sommes pas dans un contexte vide. Ce n'est pas Israël-Palestine sur la Lune et puis il n'y a rien d'autre. Nous sommes dans un contexte arabe, nous sommes dans un contexte, je dirais même plus large, musulman, le monde musulman tout autour. J'allais dire, nous sommes dans le contexte du tiers-monde, de ce qu'on appelle le tiers-monde, et qui n'est pas en très bon état aujourd'hui, et un contexte arabe qui se trouve à un moment charnière de son histoire. Et on ne peut pas comprendre, percevoir et envisager le futur des relations israélo-palestiniennes, de ce qu'on appelle le conflit en Palestine, d'une façon déconnectée de son contexte régional. Et là, les choses s'améliorent. Et là, on est dans une réalité nouvelle. Tant qu'il y avait des personnages du genre Hosni Moubarak ou le Naïm, Israël pouvait faire ce qu'il voulait. Puisque ce n'étaient pas des véritables ennemis, ils servaient le même maître, les États-Unis d'Amérique, ils étaient financés par le même porte-monnaie américain, et donc on était ennemis, mais on n'était pas vraiment ennemis. Et en fait, c'est des décennies de collaboration claire, sans parler du régime hachémite, qui n'existe que par la volonté d'Israël pendant des années. Je peux vous parler de mon expérience comme simple troufion de réserve. Combien de fois on a été mobilisé, septembre 70 par exemple, mobilisation d'urgence, parce que notre voisin a des problèmes, et on était sur le qui-vive s'il fallait intervenir. Et ça, c'était à de nombreuses occasions. Donc, nous sommes dans un contexte qui a radicalement changé. Pour la première fois depuis 1948, avec peut-être une exception qui est celle de Gamal Abdel Nasser, de quelques années de pouvoir de Gamal Abdel Nasser en Égypte, ce n'est plus le conflit en Palestine qui dicte la région, ce qui se passe dans la région. Si vous regardez les titres des journaux au cours des 50 dernières années, le moteur de ce qui se faisait et se défaisait, c'était autour de la Palestine. Les guerres, elles étaient autour de la Palestine. L'absence de guerre était aussi autour de la Palestine. Les conflits sociaux, ou plutôt l'absence des conflits sociaux, oui, parce qu'il y a la guerre en Palestine. Parce qu'il faut d'abord libérer la Palestine. Et la Palestine était non seulement au cœur de tous les Arabes, voire au-delà, mais était au cœur de leur vie et des dynamiques de leur propre société. Un des résultats étant d'ailleurs que les peuples, les citoyens et les citoyennes, dans le sens sociologique et pas politique du terme, n'étaient pas des sujets de leur propre histoire. L'histoire se faisait entre les régimes, les armées et Israël, et les Américains. Il y a 2 ans, il y a un changement énorme, qualitatif, spectaculaire. Comprenons-nous bien. Il y a quelques semaines, lorsqu'on célébrait les 2 ans du printemps arabe, une des chefs de la radio américaine téléphone pour me demander, mon évaluation des révolutions arabes. Et j'ai été assez dur. Est-ce que vous pouvez faire le bilan des révolutions arabes? J'ai dit bilan. Et vous rigolez, dans 20 ans, on fera le bilan. Peut-être plus. Il s'agit d'une vraie révolution. La révolution française, elle s'est terminée 100 ans après 1789. C'est un processus long, il y aura des avancées et des reculs, des périodes de démocratie, des périodes de dictature, des périodes relativement calmes et des périodes tourmentes. C'est un long processus et on ne fait pas le bilan après 2 ans. Personne ne peut dire, je pense, ce qui en sera de ces révolutions. Sauf une chose,
Le monde arabe ne sera plus ce qu'il était avant. Il sera autre. Et je me permets de dire que grosso modo, il sera mieux. Même s'il y aura des périodes de recul terribles, c'est très vraisemblable. Mais ce qui est important, puisqu'on parle surtout de la situation en Palestine, c'est quelle est l'application sur la question hispano-palestinienne. Alors, en ce qui concerne les Palestiniens, ne trichons pas. Les révolutions arabes ont, dans le temps court, dans les 2 années passées, et peut-être dans les années à venir, un peu marginalisé la question palestinienne. Elle n'était plus au niveau. Regardez pour les titres des journaux, c'est toujours un bon indicateur, on parle moins de la Palestine. Et pour Israël, c'est un problème énorme. Pendant les grandes manifestations de la place Tahrir au Caire, je me souviens d'un jour, c'était au début des grandes manifestations, d'un reportage, pas d'un reportage, d'une correspondance, le correspondant de la radio israélienne au Caire faisait son reportage le matin au Nouvelles. C'était vraiment au début. Et il décrit ces dizaines, centaines de milliers de personnes, des hommes, des femmes ouvertes, des femmes pas couvertes, des musulmans, des Coptes. Et comment les Coptes font la garde lorsque les musulmans font la prière, et comment les musulmans font la garde lorsque les Coptes font la prière. Les images qu'on a tous vues à la télévision. Et il décrit aussi comme ses profs, comment sans arrêt les gens y allaient. Et on ne peut pas ne pas entendre quand même une certaine contamination. C'est un journaliste tout à fait mainstream, pas du tout un radical, mais il y a quelque chose de sympa dans cette révolution, il y a quelque chose d'enthousiasmant, et on sent que ça le contamine un peu. Ce qui a le don d'énerver son patron à Jérusalem, celui qui reçoit, qui dialogue à la radio à Jérusalem. Et à la fin, il dit bon, d'accord, on a compris. Mais qu'est-ce qu'il dit de nous? Alors là, il y a 2 secondes, 2-3 secondes de silence, et il dit rien. Et la réaction du journaliste à Jérusalem, c'est quoi rien? Le quoi rien est au cœur de ce qui est et va être la politique israélienne dans les temps à venir. Le facteur déterminant, si on dit rien, si des millions de gens peuvent être dans la rue, que ce soit en Tunisie ou en Égypte, dans la Syrie je mets de côté, c'est une problématique plus compliquée, à Bahreïn, en Jordanie, si c'est plus autour de nous, à quoi on sert? Pourquoi les Américains vont-ils continuer à nous payer chaque année 3,5 milliards de dollars si on ne sert à rien? Moi je ne crois pas que la politique américaine est menée par des lobbies. Les lobbies font pression en marge. Stratégie, et le Moyen-Orient est un enjeu stratégique, ça c'est pas les lobbies qui décident, c'est la CIA avec le Pentagone, avec le département d'État, qui essaie de comprendre et d'évaluer les intérêts américains dans le monde et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si on ne sert à rien, pas maintenant, dans 10 ans, si on n'a plus les moyens de défendre les intérêts américains, de protéger le régime de Hosni Moubarak et celui qui viendra après lui, ou un qui viendra après lui, ou de faire tomber un régime qui est trop radical, alors pourquoi il y a continuer à payer 3,5 milliards de dollars d'aide militaire sur un plus d'un d'aide civile? Et ça, c'est une question qui préoccupe les dirigeants israéliens. Comment réaffirmer notre indispensabilité aux Américains? Netanyahu a essayé, lorsque Moubarak est tombé, il a filé à Washington pour dire, vous voyez, il n'y a que nous. Il n'y a que nous sur qui vous pouvez compter. Moubarak est tombé, Netanyahu est tombé, le roi de Jordanie, il est très instable. Finalement, une fois de plus, il n'y a que nous comme facteur stable de défense des intérêts américains dans la région. Et donc, n'essayez pas de faire pression sur nous. Parce que c'est le
moment où on parlait d'éventuelles pressions américaines pour qu'Israël accepte de se mettre à la table des négociations, et reprennent, entre guillemets, le processus de paix. Et ce que Netanyahou est venu dire à Washington clairement, faites pas pression sur nous, on les vole seuls à Dieu. Regardez, vous avez essayé avec eux, ça marche pas. Ils n'ont pas la stabilité, le fait est qu'ils sont tombés, une partie d'entre eux, ils n'ont pas la stabilité que représente l'État d'Israël. L'autre problème pour Israël. Alors, c'est donc il y a d'un côté l'émergence d'un nouveau sujet dans la région par rapport auquel on n'est pas préparé. On peut faire avec Israël, tous les États d'ailleurs, peuvent gérer facilement un État, une armée, par la guerre, par la diplomatie, mais gérer les peuples, qu'est-ce que ça veut dire? Israël va envahir l'Égypte, Israël va envahir rien du tout aussi, on va y revenir tout de suite. Les maillons faibles, ceux qui ne peuvent pas vraiment s'opposer. Mais l'émergence de ce sujet qui sont les peuples est un immense problème stratégique pour Israël, pour les États-Unis, évidemment pour Israël aussi. Le deuxième problème pour Israël, qui change complètement la donne, c'est le déclin de l'hégémonie américaine au niveau global et dans la région. Tant que le Moyen-Orient était chasse gardée des États-Unis, était le patron, qui s'appuyait sur des régimes qui étaient inférieurs à Washington, et qu'Israël était le chouchou du patron, l'enfant chéri de la politique américaine, formidable, idéal. Sauf que de nouveaux patrons apparaissent dans la région, c'est que le patron avec qui on travaille, il est en déclin. Je ne dis pas que c'est la fin de la puissance américaine au Moyen-Orient, mais le processus est clair, et d'autres puissances apparaissent qui n'ont aucun rapport privilégié avec Israël. La Russie revient, la Russie qui avait été marginalisée pendant toute la crise de l'après-Union soviétique, elle revient comme puissance, alors c'est plus une puissance soviétique, mais ça redevient une puissance régionale. La Chine commence à jouer un rôle important par les pays du Golfe, elle arrive du sud-est, mais se positionne, la Chine a besoin du pétrole du Moyen-Orient, et pour protéger les intérêts économiques, ça veut dire une présence politique de plus en plus importante, voire militaire, à un moment. Mais d'autres puissances encore. L'Afrique du Sud commence à jouer un rôle, l'Afrique du Sud, qui est ce qu'on appelle les puissances de BRIC, l'Afrique du Sud, le Brésil commence à jouer un rôle de plus en plus important, on l'a vu au niveau diplomatique. Les puissances régionales, la Turquie, l'Iran, Israël, les États-Unis ne sont plus le seul facteur dans la région. C'est courte, parce qu'elle a été courte, relativement courte, dans les rythmes de l'histoire, de l'hégémonie ou du monopole américain dans la région, c'est fini. Ça, c'est clair, c'est fini. Les Américains sont encore les plus forts, ils le seront encore pour quelques années, mais le processus est clair. Et ça, pour Israël aussi, c'est une dimension. Parce qu'il n'y a plus un seul patron dans la région, et si on est le chouchou d'un patron, il y aura d'autres chouchous, d'autres patrons. Et au contraire, certaines puissances jouent les choses, en disant, alliez-vous avec nous, pas avec les États-Unis, parce que les États-Unis sont incorporés à Israël. Et donc, nous sommes capables d'être, de balancer le pouvoir américain, mais aussi le pouvoir d'Israël dans cette région. Et ça, c'est pour moi un processus qui est inéluctable. Il y a un troisième facteur de changement. Et celui-là, il concerne Israël, mais il va s'agir d'être patient. C'est une nouvelle génération d'Israéliens, très différente des générations précédentes. Dont on a pu sentir les forces et les limites, et surtout ce qui les motive dans le grand mouvement des indignés qu'on a connu pendant l'été 2011.
Ou 400 000 personnes, en Israël, c'est énorme, c'est 10% de la population du pays, se trouver dans la rue et contester la politique gouvernementale. Alors, j'entends tout de suite contester quelle politique gouvernementale? Contester la politique économique et sociale. Pas politique. Les porte-parole du mouvement, dans chaque meeting, et c'était des meetings de masse, centaines de milliers de personnes, disaient: nous sommes un mouvement social, mais pas un mouvement politique. Ce qui, dans le jargon israélien, veut dire on s'occupe de problèmes de logement, d'éducation, économiques et sociaux, mais on ne touche pas à la question du conflit. Là, on a chacun son idée. On peut être de droite, on peut être de gauche. C'est évidemment une profonde limite à ce mouvement. Et pourtant, on a pu sentir dans ce mouvement, en tous les cas en ce qui me concerne, je suis le seul, quelque chose qui va au-delà d'un mouvement revendicateur. Si ça va, c'est plus chez nous. Lorsque Daphné Rive, par exemple, porte-parole emblématique, parce qu'on l'a appelé la passionnariat du mouvement des indignés israéliens, parlait dans tous ses discours. Il disait: nous sommes le peuple. Alors je vais traduire en français parce que je ne fais pas tout à fait les mêmes concepts, mais je vais le franciser. Nous sommes le peuple, ville et banlieue, religieux et non religieux, Ashkenaz, c'est-à-dire juifs de culture européenne et séfarades, juifs de culture arabe, juifs et arabes. En disant cette petite phrase, juifs et arabes, elle disait quelque chose de nouveau. Elle définissait un collectif, un nous, et pas elle. Moi je pourrais le dire, moi je suis un radical, marginal, extrémiste, mais quelqu'un qui parlait au nom du peuple, au nom d'une opinion publique en Israël, en définissant le nous comme un nous qui inclut les Arabes. Cette génération est en rupture avec précisément une autre définition du nous. Nous, en Israël, c'était nous les Juifs, face à eux c'est les Arabes. Les Arabes, les musulmans, c'est les autres. Y compris dans les autres, les Arabes qui vivent parmi nous et qui sont soi-disant, pas seulement soi-disant, qui sont des citoyens discriminés et des citoyens d'Israël. Je dirais même dans l'inconscient, plus que l'inconscient, dans la perception de cette nouvelle génération, les Arabes font partie de leur société. Ce n'est plus une définition ethnique du nous, c'est une définition citoyenne. Pour les Français, ça semble évident, banal. Les Français qui ne sont pas au Front National. Ça semble, oui, bien sûr, le nous, c'est l'ensemble des citoyens, on s'en fout de quelle est leur culture, quelle est leur couleur, quelle est leur religion, En Israël, pas du tout. En Israël, c'est une véritable rupture. Israël, c'est un État juif, c'est-à-dire l'État du peuple juif. Les autres sont, dans le meilleur des cas, des locataires tolérés, à qui on tolère les droits, à qui on tolère l'existence, mais qui ne sont pas véritablement des citoyens, c'est-à-dire les propriétaires, les actionnaires de l'État. Dès que c'est un État juif, les Juifs sont actionnaires de l'État, y compris d'ailleurs les Juifs qui vivent à New York ou à Paris, ils sont tous citoyens ou propriétaires, je dirais, actionnaires de l'État. Les Palestiniens sont des locataires, parfois un peu plus tolérés, parfois un peu moins tolérés, à qui on donne des droits, mais à qui on menace en permanence de retirer des droits. Et depuis 3 ans, depuis maintenant 4 ans et demi, nous vivons une attaque sans précédent de la légitimité citoyenne des Palestiniens d'Israël. Juste la veille de mon départ, il y a une semaine, j'avais à dîner chez moi. Laila Saïd était venue pour la conférence des prisonniers à Ramallah, et le dernier jour, avant d'aller à l'aéroport, elle a dit: je viens dormir
chez toi, et Laila Chaïd, donc l'ex-ambassadrice de Palestine en France, et aujourd'hui ambassadrice de Palestine à l'Union européenne et en Belgique. C'est une très vieille amie, elle dit: je viens dormir chez toi, et prépare un dîner et invite des gens, des militants, des gens intéressants, parce que Laila Chaïd est une ambassadrice de qualité. Mes amis députés palestiniens du Parlement israélien, Jamal Zahra et Hamid Zaoubi, me téléphone et me dit: on a entendu que la Laila qui a fait la bouffe, est-ce qu'on peut venir? Bien sûr. Et donc ils se sont joints, et Laila a dit: commencez à parler. Laila a dit: et à la Knesset, et au Parlement, commencez. Et Jamal a répondu: on rase les murs. Député, élu, mais avec le sentiment d'être totalement, non seulement non pris en compte, ce qui n'a pas toujours été le cas à l'époque de Rabin, c'est différent, mais toujours sous condition. Si vous ouvrez trop votre bouche, si vous ne faites pas ceci, alors on va changer le système électoral, alors on va vous prendre vos droits de parlementaire, alors on va vous exclure du Parlement, parce que la procédure qui existe nulle part au monde, dans un pays qui se dit démocratique. Mais il y a des lois qui ont été déjà votées ou qui sont en processus d'être votées, qui remettent complètement en question les droits citoyens, y compris les élus palestiniens. Nous sommes dans une grande offensive, une grande contre-réforme ou restauration qui ramène Israël, qui ramène les citoyens palestiniens d'Israël à la situation qu'ils ont connue dans les années 50 et jusqu'en 1965, lorsqu'ils étaient sur le gouvernement militaire. Lorsqu'ils étaient, en fait, à part le droit de vote, exactement comme les résidents de Cisjordanie aujourd'hui. Ce contrôle militaire, sans liberté de mouvement, je dirais dans certains aspects même pire, assigné à résidence en ce qui concerne le cadre de la dirigeance politique, et la menace permanente aujourd'hui, d'ailleurs une menace qui a été exprimée, comme on dit en anglais, sans les words, c'est-à-dire noir sur blanc, par Ehud Barak en octobre 2000. Attention, vous avez trop levé la tête. Et c'était une attaque contre Rabin qui avait effectivement ouvert un peu les libertés démocratiques, qui avait donné plus de visibilité et de droit. Comme elle avait dit d'ailleurs, de façon assez honnête, Yitzhak Rabin à l'époque, parce qu'il avait besoin des votes des députés arabes pour faire avancer le processus négocié. Il leur avait dit, de toute façon, ça c'était Yitzhak Rabin, qui était une brute, sur bien des aspects, qui était un homme qui avait beaucoup de sang palestinien sur ses mains, et en 48 et en 67. Mais c'était quelqu'un qui était droit. L'exact opposé de Shimon Peres, le contraire absolu de Shimon Peres à ce niveau, un homme qui avait, d'ailleurs en fait, il y a plusieurs raisons, il dit Rabin il avait une parole. Shimon Peres ne sait pas ce que c'est. Et Ehud Barak a dit aux Palestiniens, Rabin a été. Ah non, pardon, je reviens à Rabin. Rabin, pour avoir les voix des députés arabes, pour avoir une majorité, parce que ça se jouait à 2 voix, à 3 voix, il avait besoin des voix des députés arabes. Il leur a dit, à peu près, quel est votre prix? J'ai besoin de vos voix, mais je ne peux pas vous inclure dans ma coalition, parce que si j'ai une majorité avec les Arabes, je vais faire trop d'inégalités entre Juifs et Arabes. Je suis clair avec vous, je ne vous promets que je ne vous donne pas d'égalité. Ça n'existe pas en Israël, dans un État juif, il n'y aura pas d'égalité entre Juifs et Arabes. Par contre, je vous promets moins d'inégalité. Combien ça coûte? C'est-à-dire, venez avec une liste, il nous faut 400 nouvelles écoles, il nous faut des routes ici et là, il nous faut telle et telle infrastructure, il nous faut ouvrir des centres industriels dans les principales villes arabes. Il faut nous aider, il faut des budgets et des mesures gouvernementales qui nous permettent de sortir, de réduire, comme avait dit, de réduire le fossé.
Yitzhak Rabin a payé. Et il a eu des voix, les députés arabes, pour faire avancer le processus qu'on croyait être un processus de paix. Cette nouvelle génération israélienne inclut dans le collectif, c'est-à-dire est passée à une définition du nous et du vous, n'est plus les juifs contre les arabes, mais c'est nous, le peuple israélien. Contre vous, la grande finance, l'oligarchie, ce qu'on appelle chez nous l'oligarchie, ceux contre lesquels, effectivement, ces jeunes ou moins jeunes se sont soulevés pendant l'été 2011. Je terminerai par l'ambiguïté de la situation dans laquelle on se trouve, par une dernière anecdote, et je terminerai là-dessus. À Haïfa, pendant ces mobilisations de masse de l'été 2011, Haïfa est une ville judéo-arabe. C'est une des rares villes où la population arabe n'a pas été entièrement expulsée. Il reste Haïfa, il reste Slit, il reste Ramlet, il reste Acre. Mais à Haïfa, il y a une minorité arabe substantielle. Et donc, les grandes manifestations de l'été dernier, de l'été 2011, étaient judéo-arabes. Mon ami Michel Sibony, de l'Union juive française pour la paix, qui vient très souvent, qui a fait ses études en Israël, qui est française, et qui a fait ses études en Israël, et qui connaît bien la société israélienne, était par Haïfa pendant ces manifestations. Elle faisait un reportage pour écrire dans le journal de l'UGFP, l'Union juive française pour la paix, à son retour à Paris. Et à un moment, en suivant la manifestation, elle voit deux hommes adultes, quarantaine, qui tiennent ensemble une affiche, écrit une affiche qui reflétait les slogans de la manifestation, non à la privatisation ou non au néolibéralisme. Et ostensiblement, l'un avait l'air juif et l'autre avait l'air arabe. Ce qui n'est pas tellement habituel. Qui était là, surtout que ce n'était pas les militants qui vont à Mikaïn, au Cherchera, à Jérusalem, les militants gauchistes, où il y a des juifs et des arabes. Là, c'était deux travailleurs. On ne voit pas souvent ensemble. Et elle dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous photographier? Ils disent oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des juifs arabes qui vont bras-dessus comme ça dans une manifestation. Et alors, le juif des deux, il dit, mais comment? Hamad, c'est mon meilleur ami. On est comme des frères. Mais alors les Palestiniens, est-ce que je les déteste? Ça, c'est un peu l'ambiguïté de la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avance, il y a encore d'immenses blocages. Et je voudrais quand même terminer de faire le lien, de vous faire le lien tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est votre part à vous dans ces grands enjeux qui sont régionaux, qui sont internationaux aussi? Parce que ce conflit vous concerne directement. Et ma réponse, elle porte 3 lettres. B, B et S. B et S devient, à mes yeux, un tournant. Donc, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Un appel qui est sorti de Ramallah par l'ensemble des organisations sociales, politiques, des mouvements, des syndicats, des partis politiques, unanimes, un appel à vous, un appel au monde, à passer d'une situation de dénonciation. Qu'est-ce qu'on a fait pendant? Qu'est-ce que vous avez fait pendant? Et c'était important. Vous, la FNS, vous, le mouvement de solidarité, vous, les citoyens solidaires. Pendant des années, c'était surtout de l'information, et il fallait informer, il fallait détruire la contre-information israélienne, et c'était un long travail à faire. Informer et dénoncer. Mais là, on passe à un étage supérieur. Ce n'est plus simplement de la dénonciation, c'est contre-attaquer. Contre-attaquer. Prendre l'initiative. Et avec l'exemple de l'Afrique du Sud, quand on demande à notre État, on demande à l'Union européenne, on demande
communauté internationale de sanctionner Israël comme on a sanctionné l'Afrique du Sud, comme on a, contrairement au discours israélien, c'est pas la première fois qu'on sanctionne le boycott. Moi j'ai grandi dans le boycott de l'Espagne des Franco. Plus tard, le boycott de la Grèce des colonels. Ces États qui ostensiblement violent le droit international, violent les droits fondamentaux d'une population, parfois de sa propre population, parfois des populations qui l'occupent, il faut le sanctionner Israël comme il avait sanctionné l'Afrique du Sud, et ça aussi ça fait beaucoup de temps. Bon, on n'aurait pas besoin d'appeler ni au boycott ni aux investissements, on aurait gagné. Ce serait une question de temps. C'est parce que la communauté internationale ne prend pas ses responsabilités. C'est parce que la France est lâche, parce que l'Europe est lâche, parce que le monde, dans sa majorité, est indigne, que nous devons mener cette campagne. Une campagne qui est orientée politiquement vers nos élus, vers nos gouvernements, vers l'Union européenne, pour dire sanctionner Israël.